Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter un sujet qui est très important. Il s'agit de la circulation sanguine qui assure l'arrivée du sang à tous les organes pour qu'il arrive à assurer leur fonction. Dans cette présentation, on va parler plus précisément de l'anatomie de l'appareil circulatoire ou bien du système cardiovasculaire ainsi que la fonction, comment ce système fonctionne pour arriver le transport et la circulation du sang. D'abord, on commence par une petite introduction. On peut dire que les organes du corps sont situés à une certaine distance les uns des autres et il existe un dispositif intermédiaire les reliant ensemble. C'est le système cardiovasculaire ou bien, d'une autre manière, appareil circulatoire. Parmi les nombreux rôles de la circulation sanguine, nous n'en retiendrons qu'une partie qui est celle d'apporter les besoins énergétiques au corps en oxygène et en nutriments. Un autre aspect qu'on ne va pas traiter dans cette présentation de la circulation est de participer aussi à l'élimination des déchets, l'urine ainsi que les matières fécales et de contribuer à lutter contre les infections microbiennes. Comment ce système cardiovasculaire est-il organisé? On peut dire que le système cardiovasculaire, qui est appelé appareil circulatoire, est composé par le cœur et les vaisseaux. Il permet la circulation du sang et le transport des gaz respiratoires, des déchets, des nutriments et des molécules signaux au sein de l'organisme. Comme vous voyez dans ce schéma, donc on assiste à la présence d'un cœur. Aussi, le cœur communique avec les autres structures telles que les poumons, le foie, l'intestin, les reins, les autres organes comme les muscles ainsi que les cerveaux par des structures qui sont bien organisées, qui sont nommées les vaisseaux qu'on va voir par la suite. D'abord, on commence par le cœur, sa localisation et sa structure. Le cœur est situé dans la cage thoracique, entouré latéralement par les poumons, en avant par le sternum et en arrière par le rachis, ça veut dire la colonne vertébrale. Le cœur a la forme d'un cône légèrement incliné sur la gauche. Son poids varie de 280 à 340 grammes chez l'homme en général. C'est un muscle creux divisé en deux compartiments indépendants assurant la séparation entre les deux états du sang. Ces états du sang sont le sang hématosé, ça veut dire le sang qui est riche en oxygène et qui a une coloration rouge vif, et le sang carbonaté qui est riche en gaz carbonique et qui possède une coloration rouge noire. Tous ces états sont assurés par la circulation sanguine qui ne permet pas le mélange entre ces deux types de sang. Toujours dans la localisation et la structure du cœur, on peut dire que le cœur est divisé en deux compartiments, comme vous voyez ici. Ces deux compartiments sont séparés par le septum, qui est nommé soit septum ventriculaire, qui sépare les deux ventricules, et le septum auriculaire, qui sépare les deux oreillettes. D'un point de vue anatomique, on assiste à la présence des deux oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche, et deux ventricules, ventricule droite et ventricule gauche. Ce cœur permet bien sûr la circulation sanguine. Par quel organe? Par bien sûr les vaisseaux. Qu'on assiste à la présence des veines caves supérieures et la veine cave inférieure qui permettent l'arrivée du sang dans l'oreillette droite. Et aussi les artères, telles que l'artère pulmonaire ou bien l'aorte, qui permettent bien sûr
l'expulsion du sang dans les autres structures ou bien les autres organes. Toujours dans la structure et la localisation du cœur, on peut dire que chaque compartiment est lui-même divisé en deux cavités communiquant par une valvule. La partie réceptive aux oreillettes, la partie motrice au ventriculaire à parois musculaires épaisses. Le cœur est en effet une double pompe aspirante et refoulante à la fois en deux parties distinctes. Son rythme est variable selon les individus et selon leur état, effort, repos, ou bien systole-diastole, qui permet un renouvellement sanguin dans tout le système circulatoire toutes les 3 minutes. Les ventricules, et plus précisément le ventricule gauche, poussent le sang dans tout le corps alors que le droit ne le pousse que dans les poumons. Les ventricules, et on commence par le ventricule gauche, alimentent donc un beaucoup plus gros réseau de vaisseaux, ce qui lui demande un effort plus grand. Comme tous les muscles, plus qu'ils travaillent fort, plus qu'il est gros. Et comme vous voyez dans ce schéma, vous pouvez constater que le muscle du ventricule gauche est plus épais par rapport au muscle du ventricule droit. Pourquoi? Parce que le ventricule gauche permet l'expulsion du sang dans tout l'organisme, alors que le ventricule droit permet l'expulsion du sang seulement dans les poumons qui sont plus proches au cœur. L'appareil cardiovasculaire présente 3 types de vaisseaux. Premièrement, les artères qui partent du cœur afin d'amener le sang à tous les organes qui sont loin du cœur. Deuxièmement, les veines qui arrivent au cœur afin de transporter le sang des organes vers le cœur. Et dernièrement, on parle des capillaires qui relient les systèmes artériels et veineux et qui permettent les échanges entre le sang et les tissus. Sans oublier bien sûr le cœur qui est le moteur de la circulation sanguine qui envoie le sang dans les 2 réseaux complémentaires, la petite circulation ou circulation pulmonaire, artères, veines et capillaires pulmonaires et la circulation générale ou bien systémique. Comment le cœur assure cette fonction qui est la circulation sanguine et le transport du sang à tous les organes, bien sûr par des vaisseaux qu'on peut les diviser, comme je viens de dire, en artères et veines et capillaires. Ici, on va commencer par les artères et les veines, qui sont composées principalement par 3 couches. On commence par l'intima, qui est composé principalement par une limitante élastique interne, un tissu conjonctif, ainsi que l'endothélium ou bien les cellules endothéliales qui entrent directement en contact avec le sang, et les cellules dans la lumière de l'artère. La deuxième couche, c'est la média, qui est formée principalement par une limitante élastique externe ainsi que les cellules musculaires lisses. Et la dernière couche, c'est l'adventice, qui est constitué principalement du tissu conjonctif et des fibres musculaires. Quant à les capillaires sont des vaisseaux sanguins qui sont très fines et par la suite, pour les observer, il fallait un microscope photonique. Ces capillaires permettent les échanges entre le sang et les organes où ils sont localisés. Ces capillaires sont formés principalement par une lampe basale, par des cellules endothéliales, par la lumière où le sang passe et par un noyau des cellules endothéliales.
on constate qu'il y a deux types de capillaires continus et capillaires fenestrés. Les capillaires fenestrés possèdent des pores pour assurer les échanges et les capillaires continus possèdent moins de pores et par la suite les échanges sont bien contrôlés. Toujours dans les capillaires qu'on voyait ici, vous avez des artères qui se ramifient pour donner des artérioles. Ces artérioles vont aussi se ramifier pour donner des capillaires et ces capillaires vont se regrouper afin d'assurer la formation des vénules et ces vénules vont donner par la suite des veines. Les capillaires, les plus petits vaisseaux de l'organisme, parois très fines et perméables permettant les échanges gazeux et nutritifs de tous les organes du corps. C'est un réseau qui est extrêmement complexe et dense, environ de 150 000 km de surface d'échange, plus ou moins utilisé par l'organisme en fonction de son activité. Des sphincters sont disposés un peu partout, comme vous voyez dans ce schéma. Donc ici, vous avez des sphincters qui sont localisés à la surface des capillaires. Ces sphincters ont un rôle très important parce qu'ils permettent de pallier à d'éventuels problèmes hémorragiques. Le système cardiovasculaire assure la circulation du sang. Donc c'est quoi le sang et de quoi il est composé? Le sang, il est composé de deux éléments qui sont très importants. Et pour assurer l'observation de ces deux composés, on doit faire un prélèvement d'un échantillon du sang. Cet échantillon doit passer dans la centrifugation pour séparer le plasma et les éléments figurés. Le plasma, il est représenté par 46 à 63%, alors que les éléments figurés représentent entre 37 jusqu'à 54% du sang, sachant que ces éléments sont formés principalement par les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Le plasma, à son tour, il contient des protéines, il contient aussi des autres solutés et déchets, ainsi que l'eau qui est l'élément majeur qui constitue le plasma. On commence par l'identification des cellules sanguines. Le sang représente une masse liquide d'environ 7 à 8% du poids corporel humain, soit environ 6 litres, d'un aspect rouge vif ou bien rouge noir et un peu visqueux. Le sang est un liquide opaque, odeur fade et légèrement salé. Il est constitué par des éléments figurés. Dans les cellules les plus abondantes, ce sont les hématies ou bien les globules rouges. Les hématies sont 10 sortes de cellules qui ne possèdent pas de noyau, qui se chargent du transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans le cadre des échanges gazeux. Les hématies sont constituées de 65 jusqu'à 70% d'eau et d'hémoglobine, qui est constituée à son tour de globine et d'hème, riche en fer, qui permet de fixer l'oxygène. Chaque globule rouge contient environ de 280 millions de molécules d'immunoglobine. Chaque immunoglobine, il contient 4 groupements M, comme vous voyez dans ce schéma, qui est constitué de 2 sous-unités bêta-globine et 2 sous-unités alpha-globine, dont la conformation assure une petite cavité qui joue un rôle très important dans la régulation de l'immunoglobine. Et chaque globine, il est associé à une molécule de fer qui permet l'association de tout l'immunoglobine pour permettre le transport de l'oxygène et du CO2. Lorsque l'hémoglobine est associée à une molécule de l'oxygène, on parle de l'oxyhémoglobine. Et lorsque l'hémoglobine est associée à une molécule de CO2, on parle de carbhémoglobine.
Les éléments figurés ou bien les cellules sanguines qui sont présentes dans le sang sont les leucocytes ou bien les globules blancs. Ils participent à la défense du corps contre les agents infectieux et sont à la base du système de l'immunité cellulaire. Autres cellules qu'on trouve dans le sang, ce sont les thrombocytes ou bien plaquettes sanguines. Elles ont un rôle de coagulation du sang et en cas d'hémorragie, ils permettent la formation des caillots sanguins. Le plasma est le composant majeur du sang. Il est constitué essentiellement d'eau, plus de 90%, et de protéines. Il représente environ 55% de la masse sanguine totale. Le rôle majeur du plasma, c'est véhiculer les éléments nutritifs, les hormones, les gaz dissous, notamment l'azote, mais il peut aussi transporter le CO2, les déchets, l'urée et surtout aussi les éléments qui peuvent être délétères pour l'organisme, ainsi que les calories afin d'assurer une température constante au corps. Le rôle majeur du sang. Le sang sert à transporter rapidement des substances d'une partie à l'autre du corps. Ses fonctions les plus importantes sont en particulier de transporter l'oxygène du poumon aux cellules, transporter les hormones, transporter l'eau et les sels minéraux partout où ils sont nécessaires, transporter le dioxyde de carbone jusqu'au poumon afin que ces derniers l'expulsent, transporter des substances vitales comme par exemple le glucose du foie aux différents tissus, transporter les produits nuisibles tels que l'urée des différents tissus aux reins pour que ces derniers l'expulsent dans l'urine. Grâce à l'action des plaquettes, le sang peut boucher toutes les blessures ou les fissures pouvant survenir dans le corps et, dernièrement, défendre le corps contre les microbes qui produisent des infections grâce à l'action du globule blanc. Toutes ces fonctions sont assurées par le système cardiovasculaire. Bref, et comme conclusion, on peut dire que le système cardiovasculaire assure la circulation sanguine qui peut être divisée en circulation pulmonaire et la grande circulation. Cette circulation est assurée par les deux compartiments du cœur qui ne permettent pas de mélanger le sang oxygéné et le sang déoxygéné. Lorsque le sang arrive dans l'oreillette droit, il passe dans le ventricule droit qui se contracte pour expulser le sang dans les poumons. Dans les poumons, le sang déoxygéné devient oxygéné et revient au cœur par les veines pulmonaires pour atteindre l'oreillette gauche, puis le sang passe dans le ventricule gauche qui, lorsqu'il se contracte, permet l'expulsion du sang dans tous les organes, cerveau, foie, muscles, intestins, reins, etc. C'est la fin de la présentation. Merci et à la prochaine fois.